Bonjour et bienvenue dans cette émission des 20 et 21 novembre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et libre de mes propos. Il n'y a pas eu d'émission hier lundi 20 novembre, la raison était que je préparais cette série que je vais vous présenter de jour en jour, de mardi à vendredi de cette semaine, pour vous proposer quelques perspectives à nouveau et encore sur le conflit israélo-palestinien et la situation à Gaza, en étant toujours dans cette intention d'éviter de laisser nos cerveaux et nos consciences être pris en otage et basculer dans de la pensée binaire, en rappelant l'importance de pouvoir penser les choses d'une manière systémique dans une démarche de pensée complexe, en observant que quand on fait toujours plus de la même chose, ça conduit toujours à plus du même résultat et que c'est précisément le piège à éviter dans cette situation. Je remercie toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires suite aux précédentes émissions. Une personne a relevé que malheureusement je répondais très peu souvent, et c'est vrai, étant donné le volume d'activité et notamment ce que ça exige de moi en termes de recherche documentaire, je n'ai pas matériellement le temps de répondre aux commentaires, mais j'essaye de les lire la plupart du temps. Et je remercie également toutes les personnes qui m'ont adressé des critiques constructives, qui sont toujours extrêmement utiles, et il me plaît de relever que nombre de ces critiques étaient extrêmement respectueuses et délicates dans leur expression, même si elles exprimaient un désaccord avec ma manière de voir les choses ou de les présenter, et c'est toujours tellement bon quand on peut se dire que nous ne sommes pas d'accord, mais le faire dans le respect l'un de l'autre. Il y a également des remarques un tout petit peu moins respectueuses, comme celle-ci qui me traite de monsieur je sais tout et dans tous les domaines. Pour finir, on n'est plus crédible dans rien. Alors, je me permets de récuser ce reproche en disant que je fais toujours très attention de veiller à préciser quels sont les domaines que je maîtrise parfaitement, comme l'anthropologie de la santé ou la santé publique, quels sont ceux où je suis profondément ignorant et en général je m'abstiens de les traiter, et quels sont ceux dont je dispose d'un certain nombre de connaissances, évidemment fragmentaires, limitées, mais qui sont malgré tout déjà présentes, et c'est l'occasion pour moi de repréciser la méthodologie de mon travail. J'inscris mon travail qui est du journalisme citoyen. Évidemment que si j'avais 2 ou 3 ans pour faire un terrain de recherche en Israël et dans les territoires occupés, je pourrais produire un travail anthropologique de qualité. Ça n'est pas mon propos ici, je n'en ai pas l'espace et la disponibilité, et forcément que ce que je reflète va souffrir d'une certaine superficialité, c'est caractéristique de l'univers journalistique. Par contre, je convoque les ordres et les démarches de connaissances qui sont les miens en socio-anthropologie, et notamment en m'inscrivant dans ce qu'on appelle les méthodologies compréhensives. Alors de quoi s'agit-il ? Je renvoie les personnes que ça intéresserait à ce très bon article « Introduction à la sociologie de l'imaginaire » de Valentina Grassi, qu'on peut télécharger librement sur le site Cairn Info, qui est un site de référence d'articles et de publications en sciences humaines et sociales. Et dans ce très bon article, l'auteur précise que la démarche de compréhension est une démarche qui se distingue de la démarche d'explication. Dans les démarches explicatives, vous cherchez des liens de causalité que vous pouvez établir, vous faites des hypothèses que vous testez et vous dites « voilà ce que j'ai compris de ce qui produit tel phénomène ». La démarche compréhensive, elle est différente. Elle consiste à s'immerger dans une question de recherche et de veiller à s'exposer au plus de sources possibles, y compris bien sûr celles qui sont contradictoires les unes avec les autres. Et par un lent travail d'appropriation de ces données et de digestion intellectuelle, chercher à mettre en lumière le vraisemblable à partir d'un critère essentiel qui est celui de la véridicité. Alors évidemment qu'on ne prétend pas détenir la vérité en sciences humaines. Par contre, on distingue ce qui est véridique, c'est-à-dire ce qui n'est pas falsifié, frauduleux ou partial, de ce qu'il est. Et dès lors, ma démarche consiste à mettre en lumière des processus dynamiques qui me semblent concourir
au fait que les choses apparaissent comme elles sont, mais toujours à partir de cette très large prise de référence. Alors pour vous en donner un exemple, une correspondante en Israël a signalé à mon attention les productions documentaires d'un dénommé Pierre Rehoff. Il semble que ce soit un nom d'emprunt pour sa propre protection. Et j'ai notamment visionné ces 2 documentaires assez courts que vous pouvez trouver sur YouTube, extrêmement intéressants l'un comme l'autre. Le premier, c'est les origines nazies et soviétiques de la cause palestinienne. Alors, on entend déjà à lire le titre que son propos est orienté. Mais en ce qui me concerne, c'est tout à fait OK de m'intéresser à un propos orienté, dès lors qu'il me permet de comprendre comment les gens qui sont dans cette manière de voir le monde voient les choses à l'intérieur de leur esprit, d'appréhender leur vision du monde. Et effectivement, c'est un travail intéressant, où on y viendra dans le cours de cette émission. Il montre comment une certaine cause palestinienne est en continuité du nazisme, historiquement, et puis comment l'Union soviétique a participé de manière extrêmement active au façonnage de l'identité palestinienne qui n'existait pas en tant que telle de manière préalable. L'autre documentaire s'appelle « Terreur, raquettes et corruption ». Il donne la parole à de nombreux Palestiniens dans la bande de Gaza, en montrant que la réalité sur place n'est pas toujours conforme à l'idée qu'on peut s'en faire, et notamment qu'il existe d'immenses fortunes. On sait qu'il y a une aide internationale qui a été déversée avec une certaine largesse sur la bande de Gaza, mais ce que montre le documentaire, c'est que la corruption y est tellement prégnante, et ça n'est une surprise, ça ne sera une surprise que pour les personnes qui ignorent totalement ces réalités, eh bien que 90% de la population vit dans une précarité extrêmement élevée et une déprivation d'un certain nombre de biens de consommation et même de première nécessité, alors que d'autres s'en sortent extrêmement bien. Et par exemple, les 2 membres du Hamas le plus riche sont Moussa Abdel Massoud et Khaled Mashal, avec chacun entre 2 et 5 milliards de dollars. Alors, je vous invite à vous pencher sur votre propre vie. Vous faites probablement un métier honorable, comme j'essaye de le faire de mon côté. Est-ce qu'il est envisageable que vous et moi arrivions à une fortune comprise entre 2 et 5 milliards de dollars dans le courant de notre vie? Pas très probable, vous serez d'accord. Donc, si les dirigeants du Hamas arrivent à la tête de fortunes pareilles, on comprend bien qu'il y a des gens qui les encouragent à faire ce qu'ils sont en train de faire. Un des proches de Mahmoud Abbas, donc l'actuel président de l'autorité palestinienne, Mounir al-Basri, lui, a une fortune estimée à 1,5 milliard de dollars. Mahmoud Abbas, on estime à 800 millions de dollars, ce qui est aussi la somme qui a été évaluée quant au prélèvement de Yasser Arafat. Et il faut savoir qu'à l'époque, lorsqu'il était à la tête de l'OLP puis de l'autorité palestinienne, Arafat demandait que les versements soient toujours faits sur son compte à lui et qu'il le redistribuait après au Fatah, à l'OLP ou à d'autres fins. Donc bon, on voit qu'il y a un système de prélèvement qui n'est pas forcément conforme aux intérêts du peuple palestinien lui-même. Ou bien, je m'intéresse à des militantes palestiniennes comme Manar al-Sharif, qui, elle, a expliqué comment elle avait été arrêtée par le Hamas, elle avec des collègues, parce qu'elle cherchait à faire connaître la réalité de la situation à Gaza à travers le monde, qu'elle a été placée dans une cellule d'isolement, torturée, qu'elle entendait les bruits des autres personnes emprisonnées par le Hamas et torturées, qui étaient tous des Palestiniens. Et elle est arrivée à la conclusion que le Hamas est une organisation qui n'a aucun lien avec l'islam, la religion ou la cause palestinienne. C'est son témoignage. Voyez ? Et par définition, un anthropologue et à mon avis un journaliste citoyen digne de ce nom doit s'abstenir de prendre position, en tout cas pas de manière réflexe, hein, mais de suspendre son jugement pour entendre le plus de sons de cloche disponibles. Et puis, je vous renvoie également à l'excellent travail de la journaliste américaine Abby Martin, qui est une grande connaisseure de Gaza, qui a également fait des documentaires et des films, des reportages tout à fait passionnants, dont Gaza Fights for Freedom en 2019, hein, Gaza lutte pour la liberté. C'est évidemment aux opposés des documentaires que je vous ai présentés précédemment, mais il faut aussi s'intéresser à eux, et de nouveau, pour moi, la règle est d'éviter tout ce qui relève de la propagande ou de la manipulation, mais d'accepter ce qui est orienté et défend un point de vue, voire une prise de parti. Parce qu'au fond, c'est légitime pour ces gens-là de prendre parti. Par contre, en ma qualité d'anthropologue et de journaliste citoyen, je dois m'en abstenir le plus possible.
pour ne pas devenir un militant ou un propagandiste d'une cause. Je vous renvoie également à cet entretien que Abby Martin vient de diffuser avec Alana Hadid. Les Hadid, c'est un grand clan palestinien qui, dont une partie vit actuellement aux États-Unis, très impliquée dans le milieu de la mode. Alana est elle-même moitié irlandaise et moitié palestinienne. Et franchement, c'est un entretien passionnant et qui permet justement d'enrichir sa compréhension du monde. Et donc mon propos, ça n'est pas d'être monsieur je sais tout, ça n'est pas de vous dire que penser, mais d'amener des perspectives enrichissantes qui mettent à l'abri de tomber dans le toboggan du parti pris, du fanatisme et de la propagande. Toujours avec la préoccupation systémique. Alors de quoi s'agit-il? Vous voyez, je vous présente un extrait de la présentation de l'Institut Gregory Bateson. L'approche systémique ou de Palo Alto remonte au projet dirigé par l'anthropologue Gregory Bateson sur l'effet des paradoxes dans la communication humaine. Il s'est entouré de toute une équipe de personnes extrêmement connues comme Milton Erickson, Paul Václavic, Dick Fish, John Wickland, Don Jackson, etc. Et pour élaborer une nouvelle appréhension des phénomènes humains et notamment en cherchant à comprendre ce qui les organise en système et fait qu'ils sont aussi résistants à l'évolution et au changement, étant donné que chaque système cherche à rester dans l'équilibre qu'il a trouvé, même s'il est pathologique ou malsain. Je rappelle au passage que Gregory Bateson est un immense anthropologue, qu'il a été marié avec Margaret Mead, une autre grande figure de l'anthropologie. Et évidemment que c'est une évocation qui me touche, puisqu'un de mes maîtres en anthropologie, Guy Dubreuil à l'Université de Montréal, avait lui-même été l'étudiant de Margaret Mead à l'Université Columbia de New York. Et pour ceux qui voudraient creuser la logique systémique, je vous réfère bien sûr aux 2 chefs-d'œuvre de Gregory Bateson, enfin 2 tomes en français, de Vers une écologie de l'esprit, Step to an Ecology of the Mind en anglais. Et l'idée, comme l'est l'anthropologie de l'imaginaire dans laquelle je me suis formé dans l'affiliation de Gilbert Durand et Michel Maffezoli, est précisément d'appréhender ce qui échappe à la vision. Il y a des surdéterminants des réalités humaines qu'on ne voit pas, comme on ne voit pas les racines d'un arbre ou qu'on ne voit pas la photosynthèse en train de s'opérer, mais qui font que, s'ils n'étaient pas présents et ne surdéterminait pas le phénomène biologique, l'arbre ne pourrait tout simplement pas exister. Alors, je vais passer assez rapidement, mais cette question de méthode me semble extrêmement importante aussi pour nommer en quoi mon propos se distingue de ce que vous trouvez habituellement dans la presse, mainstream ou indépendante, en rappelant que le principe fondamental de la théorie systémique, c'est de comprendre que toute difficulté, tout comportement, trouble des conduites ou phénomène humain au sens large est toujours le résultat de la conjonction d'éléments dans laquelle les réactions et les rétroactions de chacun des membres du système ont également leur importance. Alors pourquoi est-ce que c'est tellement important dans ce qui nous occupe? On le verra, parce que quand le Hamas déclenche une agression sauvage, barbare, d'une brutalité inouïe sur des populations civiles israéliennes, pour quiconque connaît l'État d'Israël et de Tsahal, la réponse va elle aussi être d'une brutalité totalement disproportionnée. Et quand Tsahal et l'État d'Israël se comporte avec cette brutalité, vous faites en fait le terreau des générations terroristes à venir. Et là, on est complètement pris dans ce cercle vicieux. Et donc, nous devons analyser cette mécanique du pire en essayant de voir aussi s'il y a eu, à certains moments, des dynamiques du meilleur, ou si on peut envisager que des dynamiques du meilleur se mettent en œuvre, ou le cas échéant, qu'est-ce qui les empêche d'advenir. Alors, ce qu'il y a déjà à mettre en lumière, c'est tellement important sur le plan anthropologique, ethnologique et identitaire, c'est qu'il y a des croyances symétriques de part et d'autre. Alors des fois, on me reproche de renvoyer tout le monde dos à dos, de ne pas prendre parti, mais de nouveau, pour moi, c'est juste occuper une position qui me permet de décoder des processus, et notamment des processus symétriques. Et les 2 plus redoutables, de part et d'autre, sont que l'autre peuple n'a pas d'existence en tant que tel. Donc, une grande partie de la population israélienne juive dit « le peuple palestinien n'existe pas, c'est une construction ». Et puis, beaucoup de penseurs ou de critiques du côté palestinien disent, ou même des sympathisants de la cause palestinienne, disent « le peuple juif n'existe pas, c'est une construction ».
Et donc c'est une manière de dénier d'emblée à l'autre son identité, sachant que l'identité est toujours un construit, donc n'ayez crainte, on abordera cette question de la pertinence de l'identité palestinienne ou de l'identité juive, mais repérez qu'il y a déjà cette dénégation d'accorder à l'autre l'identité dont il se réclame, et puis avec cette conviction que l'autre est un intrus sur la terre disputée. Donc pour toute une partie de l'opinion palestinienne et des sympathisants, les Juifs n'ont rien à faire en Palestine. Et puis pour de nombreux Juifs, je l'ai entendu, on l'a entendu, j'ai reçu des messages en ce sens, il ne peut pas y avoir de colons juifs en Israël, étant donné qu'Israël appartient de manière immémoriale au peuple juif. Mais évidemment que là, on comprend comment le système est dans un cul-de-sac. C'est-à-dire qu'avec ces présupposés de part et d'autre, la seule conclusion logique, c'est qu'il faut expulser l'autre peuple. Et là, on est parti pour des millénaires de conflits. Alors juste pour vous donner quelques exemples, vous voyez Youssef Indy, un intellectuel qui fait un travail controversé, mais là encore digne d'intérêt, lui dit « les Juifs ne forment pas un peuple race ». Il reste à définir ce qu'est un peuple race. Vous pouvez vous référer à l'interview qu'il a donnée au Courrier des Stratèges récemment. Et il y a même des penseurs juifs qui arrivent à la même conclusion en disant il n'y a pas de peuple juif en tant que tel, il y a eu tellement de conversions qu'en fait il n'y a pas d'homogénéité génétique, il n'y a pas un ADN juif, il y a une agglomération à travers les âges, c'est une confession, mais ça n'est pas un peuple en tant que tel. Vous voyez, même à l'intérieur de l'univers juif, on trouve également des affirmations de cet ordre. Puis à l'inverse, évidemment, Golda Meir qui dit il n'y a pas de réalité correspondant à un peuple palestinien. Ce n'est pas comme si nous étions arrivés et que nous les avions expulsés et pris leur pays. Ça n'a jamais existé. Et d'ailleurs, vous voyez, Zahir Hussein, qui était membre du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, en 1977, a dit quelque chose d'assez proche, en disant « les Palestiniens, le peuple palestinien n'existe pas. La création d'un État palestinien est seulement une manière de continuer la lutte contre l'État d'Israël pour une unité arabe. En réalité, il n'y a pas de différence entre les Jordaniens, les Palestiniens, les Syriens et les Libanais. » Alors, je fais un petit arrêt sur image, à la lumière aussi du très bon livre de Georges Bensoussan sur les origines du conflit israélo-arabe, qui est aussi un point de vue orienté. Georges Bensoussan a travaillé notamment sur l'islamisation de nos sociétés, donc il y a un point de vue et un parti pris, mais c'est un très bon historien. Et ce qu'il relève à juste titre, c'est qu'à l'époque ottomane, donc avant le protectorat britannique, toute la zone faisait partie de l'Empire ottoman. Et il n'y avait pas de frontières. L'identité nationale, telle qu'elle existe d'ailleurs même chez nous, est un concept qui a émergé au XIXe siècle. L'unité italienne remonte à la fin du XIXe siècle. Avant, vous aviez des Lombards, vous aviez des Napolitains, vous aviez des gens des Pouilles, des Abruzzes, du Frioul, de la Lombardie. Mais l'unité italienne est quelque chose de tardif, en dehors du fait qu'il y avait une langue commune qui était parlée par l'ensemble de ces populations, qui avaient d'ailleurs des dialectes qui étaient encore vivaces. Et donc, bien sûr, qu'il n'y avait pas de distinction entre le Liban, ce qu'on a appelé la Transjordanie, c'est-à-dire la Jordanie et même plus à l'est encore actuellement, ou le territoire de Palestine. Et les populations arabophones qui y résidaient ne s'imaginaient pas comme étant libanais, syriens, jordaniens ou palestiniens, mais comme étant des musulmans de cette région dont l'appartenance était essentiellement clanique, mais aussi locale. Bien sûr, il y avait un enracinement à la terre, et donc le propos de Golda Meir est très faux, et très incorrect, ai-je envie de dire. Oui, il n'y avait pas d'identité palestinienne, il n'y avait pas d'identité israélienne non plus d'ailleurs avant 1948, il y avait un projet sioniste, mais donc le fait de dire qu'il n'y avait pas d'identité palestinienne en tant que telle ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un peuple arabophone, musulman, qui vivait sur place. Parce que ça, c'était bel et bien le cas, même si effectivement la démographie n'était pas particulièrement élevée à ce moment-là. Et bien sûr qu'on peut contester ou poser toutes sortes de questions sur l'identité juive, mais la réalité, j'ai déjà mentionné des recherches en génétique des populations qui montrent que 70% des Palestiniens, des Juifs et d'ailleurs des Druzes ont des ancêtres communs.
Donc bien sûr, il y a eu toutes sortes de métissages au travers du temps. Beaucoup de Palestiniens aujourd'hui sont d'ailleurs des descendants d'Hébreux, d'Israélites qui étaient restés sur place après la déportation organisée par les Romains au IIe siècle après Jésus-Christ, et qui se sont convertis à l'islam. Donc les frontières ne sont absolument pas étanches. Et de mon point de vue, je me suis évidemment défendu d'être antisémite, qui est l'accusation abominable, mais j'ai même précisé que je n'étais pas antisioniste. Pourquoi ? Parce que si on fait du sionisme quelque chose de suprémaciste et raciste, où Israël est le peuple élu et a tous les droits sur les autres peuples inférieurs, bah évidemment que je suis antisioniste. Mais que par ailleurs, le fait que les Juifs aient un droit à habiter cette terre qui s'est construite à travers l'histoire, aujourd'hui me semble incontestable, tout comme le droit des Palestiniens. Vous voyez, par rapport à la chicane précédente, moi j'ai envie de dire, mais aussi en tant qu'anthropologue, parce que c'est mon métier d'étudier ces réalités, que oui, il y a une identité palestinienne, oui, il y a une identité juive, oui, il y a un État israélien qui contient d'ailleurs 2 millions de musulmans, des chrétiens, et de toute évidence, les deux peuples doivent trouver les moyens d'habiter sur cette terre. Alors si on reprend l'histoire, ben évidemment, on sait qu'il y a la fameuse déclaration Balfour qui a été faite en 1917 et où Lord Balfour a pris position en faveur de la création d'un État juif en Palestine. C'était quand même une opération qui était très intéressée. C'est-à-dire que dans l'effort de guerre de la Première Guerre mondiale, les Alliés avaient besoin des crédits et des ressources des banques juives. Les Juifs ont toujours été d'excellents banquiers. Ils ont un sens des affaires qui est absolument indiscutable, et ce n'est pas une caricature. Les Juifs constituent à peu près 3% de la population aux États-Unis et 50% des milliardaires. C'est quand même qu'ils ont un génie en la matière. C'est pas antisémite de le dire, au contraire. C'est aussi un hommage à ce peuple. Et donc, pour s'assurer des crédits dans l'effort de guerre, eh bien, Balfour et ceux qu'il représentait s'est engagé en faveur de la création d'un État juif. Mais évidemment que ça aurait été accessoirement bien de demander leur avis aux populations locales. Et ça, c'est évidemment un énorme problème à l'origine de la constitution de l'État d'Israël. Et il faut savoir accessoirement que l'actuel Lord Balfour, en 2017, donc un siècle plus tard exactement, a estimé qu'Israël ne respectait pas la déclaration de 1917, et notamment parce qu'elle contenait des clauses extrêmement précises sur le respect des droits des populations non juives, et que, d'après toutes les observations qu'il a faites, mais qui ont été établies de multiples manières par un ensemble d'organisations impartiales et indépendantes, effectivement, Israël n'a pas respecté l'engagement auquel il était astreint. Alors évidemment que la déclaration Balfour était une épine dans le pied historique, mais on ne pourra jamais changer le passé. Et un autre élément historique extrêmement problématique sont la compromission, et c'est un faible terme, du grand moufti de Jérusalem avec l'Allemagne nazie. Et donc, s'il y a eu au cours des siècles une coexistence relativement pacifique entre les musulmans, les juifs et les chrétiens en Terre Sainte, le grand moufti de Jérusalem s'est énormément rapproché de l'Allemagne nazie, est devenu un collaborateur de l'Allemagne nazie et a épousé l'idéologie nazie d'une manière qui, évidemment, ne peut apparaître que profondément choquante à toutes les personnes juives, mais aussi à toute personne qui a un sens historique. Vous voyez, le représentant des musulmans de Jérusalem a pris fait et cause pour le régime nazi en faveur de l'extermination des Juifs. Je vous passe quelques images tirées d'un des documentaires mentionnés précédemment. Après de nombreux échanges avec les principaux dirigeants nazis, dont Himmler dont il devient l'ami, c'est en 1941 que le grand moufti est enfin reçu par Hitler. La condition précise de notre collaboration avec l'Allemagne était l'entière liberté pour éliminer les Juifs jusqu'au dernier, de la Palestine et du monde arabe. Je demandais à Hitler son accord explicite pour nous autoriser à résoudre le problème juif. La réponse que je reçus fut « Les Juifs sont à vous ». Les nazis lui octroient une luxueuse villa de la rue Klopstock qui abritait une école juive jusqu'à sa confiscation en 1939.
ainsi qu'une pension confortable qu'il touchera jusqu'à la fin de la guerre. Et il y a eu, il faut le rappeler aussi, dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, des massacres d'immigrants et de populations juives locales qui ont été de véritables pogroms, des razzias comme cela est pratiqué dans le monde islamique et où vraiment d'une violence. Et donc il y a dans la mémoire du peuple juif des traces traumatiques extrêmement violentes liées bien sûr à la Shoah, mais également à ces massacres. Et vous voyez par exemple qu'il est effectivement compréhensible que certains intellectuels juifs fassent le lien entre les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre et d'autres massacres historiques comme celui qui s'est passé à Hébron en 1929. Donc oui, il y a un historique de terrorisme, mais faut-il rappeler de part et d'autre. Il y a eu aussi, chez les sionistes qui se sont implantés dans la région, des actes terroristes exactement similaires, du même ordre. Il y a eu des massacres de population. Et il faut rappeler cette fameuse lettre au New York Times, co-signée par Einstein, Hannah Arendt et d'autres universitaires en décembre 1948 au sujet de Menahem Begin, qui deviendra Premier ministre de l'État d'Israël. Et où ils écrivaient « Parmi les phénomènes politiques les plus inquiétants de notre époque figure l'émergence en Israël du parti Herut, aujourd'hui le Likoud, un parti politique dont l'organisation, les méthodes, la philosophie politique sont très proches de ceux des partis nazis et fascistes. Il est inconcevable que ceux qui s'opposent au fascisme dans le monde entier, s'ils sont correctement informés du bilan politique et des perspectives de M. Begin, puissent ajouter leur nom et leur soutien au mouvement qu'il représente. Aujourd'hui, il parle de liberté, de démocratie et d'anti-impérialisme, alors qu'il y a peu, il prêchait ouvertement la doctrine de l'État fasciste. C'est dans ses actions que le parti terroriste trahit sa véritable nature. Ses actions passées nous permettent de juger ce qu'on peut attendre de lui à l'avenir. Vous voyez, ça c'est la racine du drame. Il y a des traumas, évidemment du côté juif et du côté palestinien, qui sont en apparence ineffaçable. Et comment ne pas, bien sûr, évoquer la Nakba, qui est un terme arabe qui signifie catastrophe ou désastre, c'est-à-dire l'exil de plus de 700 000 habitants de la Palestine mandataire pendant la guerre de 48 opposant Israël et les pays arabes voisins, et qui a eu des effets qui continuent jusqu'à aujourd'hui. La population de Gaza, qui est bombardée actuellement, sont des descendants des déportés de cette époque. Et il faut savoir qu'aujourd'hui en Israël, il est interdit de parler de la Nakba. Donc, vous voyez, Hadar Morag, une réalisatrice israélienne, elle a témoigné. Quand ma grand-mère est arrivée ici après l'Holocauste, l'agence juive lui a promis une maison. Elle n'avait rien, toute sa famille a été exterminée. Elle a attendu longtemps dans une tente, dans une situation extrêmement précaire. Ils l'ont ensuite emmenée à Adjami, à Jaffa, dans une belle maison sur la plage. Elle a vu que sur la table, il y avait encore la vaisselle des Arabes qui y vivaient et qui avaient été chassés. Alors elle est retournée à l'agence et m'a dit « Ramène-moi à la tente, je ne ferai jamais à personne d'autre ce qui m'a été fait. Ceci est mon héritage, mais tout le monde n'a pas fait ce choix. Comment aurions-nous pu devenir ce à quoi nous nous opposons? Voilà la grande question. » Et oui, il y a bien sûr une profonde injustice perpétrée à l'origine de la création de l'État d'Israël. Alors oui, à l'époque, les Palestiniens arabes avaient refusé le plan de partition. Ce sont des questions extrêmement complexes et je le redis une fois de plus, mon propos n'est pas de dire qui a raison et qui a tort. Et il y a un tel embrouillamini qu'au fond, c'est comme dans les histoires de vendetta corse, dans les brouilles entre les familles. Si vous devez démêler les chevaux pour dire qui a raison et qui a tort, vous pouvez vous lever de bonne heure. Et en ce qui me concerne, je ne suis pas un judicateur, je ne suis pas un moraliste, je ne suis pas un politique. Par contre, je mets en lumière les drames qui existent de part et d'autre, et les injustices vécues de part et d'autre, et les violences subies de part et d'autre, participent encore aujourd'hui à l'embrouillamini, dont il faudra quand même avoir l'ambition de s'extraire un jour. Nous allons rester là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un prochain épisode.